Voilà, je vais finir avec un exemple. Alors ça, c'est un... Ce que je vais vous montrer maintenant est un petit digest de mesures qu'on a essayé de pousser au Shift Project. Donc c'est ma partie infiltrée dans ce cours. Non, je ne vais pas vous le montrer en disant c'est ça qu'il faut faire. Je vais juste vous le montrer en disant pour les mesures qu'on propose au Shift, voilà en gros le type d'instrument régulatoire qu'on propose d'employer, pour que vous compreniez encore une fois qu'il n'y a pas juste la taxe carbone qui fait le job et qu'il y a des tas d'autres instruments qui sont employables pour mettre en œuvre des économies d'énergie. Ici, vous avez la décomposition des émissions européennes par grands blocs. Alors, dans les industries de l'énergie, dans l'électricité, les centrales à charbon, elles toutes seules, font 20%. C'est marrant, hein, en Europe comme dans le monde. Dans les transports, les voitures à elles toutes seules font 10%. Dans l'industrie de base, à elle toute seule, fait un gros 15%. Et enfin, dans l'alimentation, les vaches à elles toutes seules font 6-8%. D'accord ? Alors, on a conçu un ensemble de mesures qui nous paraissent, comment dire, obligatoires si on veut être sérieux sur la question. Si vous voulez diviser les émissions par 3, vous ne pouvez pas faire l'impasse de ne pas vous attaquer au premier poste de chaque part de camembert. Hein, c'est juste de l'arithmétique de base. Vous ne pouvez pas diviser les émissions par 3 en vous occupant que des trombones. Donc à partir du moment où on veut diviser les émissions par 3, on est obligé de taper dans le dur. Le dur, il est notamment là, là, là et là. Alors il y a d'autres mesures, je vais vous en parler rapidement. Et alors ce qu'on pousse quand on dit qu'il faut s'occuper sérieusement de la question en Europe, la première chose qu'on dit, c'est qu'il faut fermer les centrales à charbon. Alors les centrales à charbon, pour les fermer, et les remplacer par du décarboné. Alors le décarboné, vous aimez le nucléaire, vous mettez du nucléaire, vous n'aimez pas le nucléaire, vous mettez des éoliennes, ça va vous coûter 10 fois plus cher, mais on s'en fout, faites ce que vous voulez. Mais plus de centrales à charbon. Ça, vous pouvez le faire par voie d'augmentation des prix. Vous mettez une taxe sur l'électricité au charbon, c'est ce qu'ont fait les Anglais. Ça revient à augmenter le prix des quotas avec un prix plancher, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les acquérir à moins d'un certain prix qui augmente avec le temps, c'est une quasi-taxe. Hein. Ça marche, les Anglais l'ont fait. Vous pouvez aussi le faire de manière réglementaire. Les États-Unis, au temps d'Obama, ont dit qu'il est interdit de construire une nouvelle centrale électrique dont les émissions soient supérieures à 1 livre de CO2 par kilowattheure. Alors comme le charbon en fait 2, c'est-à-dire 1 kg, ça interdisait de fait de construire de nouvelles centrales à charbon. Ce qui veut dire qu'au moment où les centrales à charbon actuelles arrivent en fin de vie, vous ne pouvez pas les remplacer par des nouvelles centrales à charbon. Bon. Eh bien, vous voyez, à ma gauche, j'ai une possibilité par le prix, la taxe. À ma droite, j'ai une possibilité réglementaire. Quel est le meilleur instrument ? Faut regarder. Mais on ne peut pas dire a priori, il n'y a que le prix qui va fonctionner. Peut-être que l'instrument réglementaire marchera encore mieux. Et vous pouvez faire encore plus violent, comme on fait sur le nucléaire. Je vous signale que sur le nucléaire, on ne s'est pas posé la question de savoir si en Allemagne les centrales étaient compétitives, pas compétitives. M. Hollande ne s'est pas posé la question de savoir si Fessenheim était compétitif, pas compétitif. Et il n'est pas qualifié, soit dit en passant, pour dire que c'est dangereux. C'est l'ASN qu'il est. Donc il a juste dit « je ferme ». Point. Voilà, il a décidé comme ça. Donc réglementairement, vous pouvez très bien aussi fermer les centrales à charbon. C'est des installations qui ont besoin d'autorisation d'exploitation, vous ne délivrez pas l'autorisation, ça ferme, point. Donc vous voyez, soit l'arme du prix, soit l'arme réglementaire, et les deux peuvent fonctionner. En ce qui concerne les voitures, il y a une mesure qui aujourd'hui est une mesure réglementaire, donc je vous en ai parlé, qui permettrait de faire baisser la consommation des voitures, c'est d'interdire à la vente des voitures qui consomment plus de temps. Ça, c'est une mesure réglementaire. Vous pouvez monter le prix des carburants et attendre que les constructeurs et les conducteurs s'adaptent. C'est une autre façon de procéder. Vous pouvez avoir une troisième mesure fiscale que vous pouvez mettre en œuvre, qui est d'avoir un impôt à la détention. On a eu ça en France, ça s'appelait la vignette. La vignette, c'est un malus annuel. C'est très simple. Donc vous avez une voiture, plus elle consomme, plus chaque année, c'est comme un impôt foncier, mais sur la voiture. Chaque année, vous payez une taxe sur votre voiture, et elle est d'autant plus élevée que la voiture est grosse. Bon, bah vous faites ça, vous interdisez pas aux gens qui ont vraiment besoin d'avoir une voiture pour aller au boulot, d'acheter une toute petite voiture qui ne consomme pas et avec laquelle ils vont payer une taxe annuelle très faible, voire vous pouvez les aider à acheter une voiture qui ne consomme pas. Et dans le même temps, tous les gens qui ont quoi que ce soit de superflu, boum, vous les assassinez, et à ce moment, vous allez avoir une disparition assez rapide du parc des voitures qui consomment plus de temps. Donc là, vous voyez, vous avez 3 instruments à votre disposition.
Vous pouvez en rajouter d'autres de nature réglementaire, par exemple rendre difficile le parking. Tous les gens qui vont au travail en voiture, en région parisienne, c'est parce qu'ils ont une place de parking à destination. Vous leur supprimez la place de parking à destination, ils font n'importe quoi, mais ils s'adaptent. Bon. Donc vous avez, voilà, donc vous avez, encore une fois, il n'y a pas que le signal prix qui est, soit dit en passant, il faut que ça aille avec autre chose, qui est d'avoir une mesure alternative. Donc mon gilet jaune qui fait 25 bornes en bagnole pour aller au travail, si le prix de carburant devient inaccessible, il ne va pas en faire 22 et faire les 3 derniers kilomètres à pied, au bord de l'autoroute. C'est pas ça qu'il va faire. Il va descendre dans la rue en disant arrêtez-moi cette taxe carbone. Bon. Si vous voulez qu'il aille un peu moins en voiture au travail, à ce moment, il faut mettre en place des systèmes qui permettent de mutualiser les moyens de transport. Typiquement, alors ça, c'est ni de la réglementation vers le consommateur, ni de la réglementation vers le constructeur, c'est de la planification. La planification, ça a été l'heure de gloire de l'État français, et c'est encore autre chose, c'est-à-dire que vous donnez des règles du jeu aux gens qui organisent, aux constructeurs d'infrastructures, aux exploitants d'infrastructures, aux élus locaux, etc. C'est à ces gens-là que vous allez donner des règles du jeu. C'est de nouveau réglementaire, mais ce n'est pas directement vers le consommateur final que vous êtes anglais. Alors bon, ça c'était un truc, moins d'avions, plus de trains. Soit dit en passant, il y a une proposition actuellement défendue par Ruffin, pour ceux d'entre vous qui l'ont vu passer, qui dit qu'il propose d'interdire les vols en avion dès que vous pouvez y aller en train à moins de 5 heures. Bon, ça sort pas de cette salle, mais je suis tout à fait favorable. On l'a aidé à faire la proposition en question, et les gens qui hurlent en disant « Ah, il faut savoir ce qu'on veut ». Alors là, la raison pour laquelle on avait bâti cette proposition, c'était parce que vous vous rappelez peut-être que l'Europe a été construite pour qu'on arrête de faire la guerre. J'ai la chance d'être né dans un monde qui n'a jamais connu la guerre, enfin sur mon propre sol. Mes parents n'ont pas connu ça, mes grands-parents encore moins, il y en a 2 qui y sont morts, mes arrière-grands-parents non plus. Donc vous avez cette chance aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais c'est extrêmement précieux. Et l'Europe a été faite pour garder un monde en paix, notamment sur la base des échanges. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est quand il y a moins de pétrole, il y a moins d'avions, si on veut garder des échanges, il faut qu'il y ait quelques trains. Donc voilà. Là, c'est pareil. Vous n'arriverez pas simplement par les prix de marché à faire en sorte que les constructeurs d'infrastructures fassent des infrastructures qui sont des trucs qui vont durer un siècle, et avec n'importe quel taux d'actualisation, c'est pas rentable. Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait une volonté politique de le faire. Dans l'industrie lourde, allez, je vous la fais à la grosse, compte tenu du fait que l'efficacité énergétique est très très difficile à gagner, enfin vous ne gagnerez pas un facteur 3, il faut en gros limiter la production de matériaux de base par un facteur 3. Enfin il faut le diviser par un facteur 3, il faut faire 3 fois moins de ciment, de plastique, d'acier, etc. Vous n'y arriverez pas uniquement par les prix. Là c'est pareil, il y aura des contraintes réglementaires que vous allez devoir mettre en place. En ce qui concerne les bâtiments, là c'est pareil, si vous dites j'attends que le prix du fuel monte pour que les gens isolent leurs bâtiments, vous n'y serez jamais dans les bons ordres de grandeur. Donc là il faut obliger les propriétaires à faire, sinon ça ne marche pas, donc il faut passer par la réglementation. Donc typiquement ce qu'on commence à voir apparaître dans quelques pays, la Grande-Bretagne a interdit le renouvellement du fuel par du fuel, je ne sais plus quand, 2022, 2023, le Danemark a fait pareil. Donc vous avez un certain nombre de pays dans lesquels aujourd'hui, par exemple, il est interdit de renouveler une chaudière à fioul par une chaudière à fioul. Au Danemark, il sera même interdit d'avoir une chaudière à fioul à partir d'une certaine année. Donc si vous en avez une, vous savez que vous avez jusqu'à telle année pour la remplacer par autre chose. Ça, ce n'est pas une mesure signal-prix, c'est typiquement une mesure réglementaire. Bon, ça c'est les bâtiments publics, c'est exactement pareil. Le développement de la forêt, là j'ai envie de dire c'est le puits de carbone dont on a besoin pour séquestrer une partie croissante de nos émissions. C'est pareil, un arbre il se passe entre 60 ans et un siècle entre le moment où il est planté et le moment où il est coupé. Est-ce que vous pensez qu'on peut raisonnablement planifier 60 à 100 ans sur la base des prix de marché de la semaine dernière? Est-ce que vous croyez raisonnablement qu'on peut faire ça? Évidemment que non. Est-ce que vous pouvez faire ça sur la base d'une promesse de modifier les prix de marché sur les 50 ans qui viennent? Vous allez quand même y regarder à 2 fois. Hein. Donc c'est typiquement des domaines dans lesquels ça passera aussi par la réglementation. Je vais vous donner une réglementation parmi d'autres possibles, que vous allez peut-être la trouver idiote, mais c'est juste pour illustrer mon propos. Vous pouvez très bien dire aujourd'hui, il n'y a plus une parcelle agricole qui ne soit pas bordée par une haie d'au moins 2 mètres d'épaisseur avec des arbres de haute tige. Voilà un exemple.
Et bien ça, c'est pas un... Je vais pas mettre un prix du CO2 jusqu'au moment où l'agriculteur va se dire « Tiens, c'est rentable pour moi de planter des arbres ». Je vais juste lui dire « C'est obligatoire ». Donc voilà, c'est un exemple et je pourrais en prendre plein d'autres. Donc c'est là aussi un domaine dans lequel le prix du CO2, enfin un prix de marché plus exactement, c'est pas ça qui va faire l'essentiel du job. Et enfin, un dernier point, en ce qui concerne l'alimentation, en gros, si je prends, je vous l'avais sorti au moment des émissions, l'empreinte carbone de l'alimentation d'un Français, la moitié c'est le cheptel bovin, en ordre de grandeur. Donc on ne fera pas l'économie d'avoir moins de vaches si vous passez par les prix de marché. Alors vous dites, je vais taxer le méthane. Du coup, le kilo de bœuf coûte plus cher au consommateur, mais le producteur ne gagne pas plus par kilo de bœuf. On est d'accord? Donc, si je monte les prix de marché jusqu'au moment où le kilo de bœuf vaut 2 fois plus cher pour le consommateur, ça veut dire que le producteur, on lui en achète 2 fois moins au même prix au kilo qu'aujourd'hui. Donc, vous doublez le nombre de suicides et vous désertifiez encore plus les campagnes. La seule manière d'éviter ça, c'est d'encadrer les prix en sortie de ferme et donc de dire au producteur, je t'achète ton kilo de bœuf 3 fois plus cher, à condition qu'il soit dans les prés, sans soja, sans OGM ou pas OGM, on s'en fout, etc. Dans des prés dans lesquels il y a des haies, etc. T'en auras 2 fois moins, je te le paye 3 fois plus cher, et à ce moment, vous avez une équation qui est totalement différente, mais qui est totalement impossible à mettre en place sans réglementation. Vous avez un système de prix encadré, ça s'appelle de la réglementation. Les AOC, les appellations d'origine contrôlée, c'est de la réglementation. Vous ne pouvez pas faire du comté si vous n'êtes pas en comté, avec du foin, etc. C'est réglementaire. D'accord? Et donc c'est une protection réglementaire d'un type de production qui permet de faire monter les prix. Donc dans l'agriculture, qui sont là aussi des systèmes très longs et très lents, parce qu'en gros vous changez les pratiques culturelles au renouvellement des générations, hein, c'est comme ça que ça se passe, eh bien il est totalement impossible de faire des choses dans les bons ordres de grandeur en comptant uniquement sur un signal prix qui serait taxer la nuisance. C'est le seul truc dont je suis à peu près convaincu que ça ne marchera pas. Voilà. Voilà, donc alors encore une fois, je ne suis pas en train de vous vendre ma soupe, le but du jeu là, c'est simplement de prendre un certain nombre d'exemples illustratifs, dans lesquels il est assez facile de comprendre que de passer par un signal prix uniquement, c'est quelque chose qui ne permet pas, quand vous regardez le secteur précis et les acteurs précis du secteur, ça ne permet pas d'avoir l'ajustement du système à la bonne vitesse sans que ça craque de partout. Oui. Est-ce que ça signifie la loi? Est-ce que ça signifie les directives? Ça dépend. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être décret, circulaire, loi, directive. En gros, c'est une obligation de faire ou une normalisation. Voilà, donc la grande question qui était posée pendant ce cours, c'est grâce à l'énergie abondante, nous avons eu ça, et la question c'est est-ce qu'avec d'énormes économies, on est obligé de revenir à ça ou pas? Et vous avez compris que la question reste pour partie ouverte. Alors, je vais quand même vous donner une conclusion. Je ne crois pas à une division par 2 ou 3 de la consommation d'énergie dans le monde et à un maintien du PIB actuel. Personnellement, j'y crois pas. Donc, dire que j'y crois pas, ça veut dire que je suis prêt à prendre le pari avec qui on a envie. En tout cas, dans les 30 ans qui viennent. Mais pour autant, c'est évident qu'on ne coupera pas aux économies parce que au plus tard, au moment où l'approvisionnement diminue pour des raisons physiques, ces économies seront là. Hein, donc, j'insiste vraiment là-dessus. Donc c'est pas quelque chose qui est du ressort de on fait ça par supplément d'âme ou simplement parce que ça ferait bien. Il y a une vraie contrainte physique à gérer et évidemment il faut se poser la question de savoir comment on la gère. Voilà, à jeudi.